Couvre-feu prorogé à Tombouctou et Gao jusqu'à nouvel ordre. Des mesures de sécurité décidées par les autorités locales. Un communiqué publié par la DIRPA annonce le départ du bataillon des armées reconstitué du camp 1 de Kidal, laissant les forces de la coordination des mouvements de l'Azawad dans le dit camp. La révision du fichier électoral se déroule bien avec des innovations quant au transfert de lieux de vote. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage qui a sillonné quelques centres d'état civil. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Contrairement à ce qui avait été annoncé hier, la compagnie aérienne Air France ne reprendra pas finalement la desserte vers le Mali. La décision a été annoncée aujourd'hui par le ministère des Transports et des Infrastructures au travers d'un communiqué qui précise également que la demande de reprise des vols formulée par Air France est actuellement en cours d'examen. Par conséquent, les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette procédure. Le communiqué a rappelé que les vols ont été unilatéralement suspendus par la compagnie sans informer au préalable de manière convenable les autorités maliennes et les clients. Air France avait annoncé hier la reprise de ses vols pour ce vendredi 13 octobre. Les couvre-feux instaurés à Tombouctou et Gao par les différents gouverneurs ont été prorogés. Comment s'adaptent les populations et comment accueillent-elles cette prorogation? Assetoumani Koulibaly nous répond. Le couvre-feu en vigueur dans la région de Tombouctou depuis le 11 septembre dernier et qui doit s'achever ce mardi 10 octobre a été prorogé hier lundi par le gouverneur. L'objectif de ce couvre-feu est de réduire l'insécurité et de permettre aux FAMA d'assurer au mieux leur mission. Bien que la décision pénalise certains, elle est acceptée selon un de nos interlocuteurs dans la région. Donc, comme vous le savez, depuis le début, il y a certaines personnes qui pensent que ce n'était pas la peine, que c'était inutile et tout ça. Mais la majorité pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que les gens avaient besoin de sécurité, avaient besoin de se sentir sécurisés. Et il faut qu'il y ait moins de personnes dans les rues à des moments précis pour que les forces de l'ordre puissent faire leurs opérations de sécurisation à travers la ville. Malgré qu'ils rencontrent quelques difficultés avec des jeunes qui ne respectent toujours pas les couvre-feux à des heures, par exemple entre 20h, 21h jusqu'à 22h. Mais nous voyons quand même qu'aujourd'hui, les gens sont déjà habitués, on est déjà habitués, on fait avec quoi. À Gao, le couvre-feu instauré le 9 septembre a lui été prorogé également le lundi 9 octobre jusqu'au 8 novembre 2023, peut-on lire dans le communiqué. Selon Abdul Karim Samba, président d'une association de la société civile, la décision est saluée et depuis son effectivité en septembre, la stabilité règne dans la ville. Le résultat que ça a donné depuis qu'il y a eu ce couvre-feu instauré de 20h à 6h du matin, il n'y a pas eu d'enlèvement, il n'y a pas eu de braquage. Il n'y a eu qu'un seul braquage qui s'est passé dans le 1 mois. C'est un résultat très positif. Donc, tout le monde est d'accord que si c'est ce qui peut amener la sécurité des personnes et de leurs biens, nous y adhérons. Voilà la logique, voilà la raison fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et pourquoi 22h, 6h du matin? C'est pour permettre à ceux-là qui ont été asphyxiés dans leurs activités quotidiennes, n'est-ce pas, pendant la nuit, d'avoir un allègement pour permettre de mener leurs activités jusqu'à 22h. Pour rappel, ces deux décisions sont intervenues après des semaines de tensions et plusieurs attaques recensées dans ces régions. Les forces armées maliennes ont confirmé hier, mardi 10 octobre, le départ du bataillon des armées reconstitué du camp 1 de Kidal, pendant que la rétrocession des camps de l'aménagement à l'armée malienne suscite des tensions. Paul Yapinguesson. Le mythe de l'armée nationale reconstituée s'est finalement officiellement évaporé. Si aucun doute ne subsistait sur son effectivité, le départ de la composante FAMA, plateforme du camp 1 de Kidal vers le camp de la MINUSMA, entérine la fin d'une volonté enviable sur papier, mais qui n'a jamais pu être réellement mise en œuvre. Depuis plus d'un mois, alors que les FAMA reprennent position dans les camps laissés par la MINUSMA,
qui doit définitivement quitter le Mali. Le 31 décembre 2023, les groupes armés ne cessent d'attaquer les positions de l'armée régulière. Depuis une semaine, la tension est à son comble avec la rétrocession des camps de la mission onusienne dans la région de Kidal. Depuis le 2 octobre 2023, une colonne de blindés et de pick-up de l'armée malienne a quitté Gao pour se rendre à Kidal, une ville stratégique tenue par les rebelles Touaregs. Après la prise d'Anéfis, le samedi 7 octobre 2023, suite à des combats, l'étau se resserre sur Kidal. Hier, mardi 10 octobre 2023, la composante Fama et les combattants de la plateforme appartenant à cette armée reconstituée ont regagné le camp de la MINUSMA. Il s'agit de 110 éléments qui, selon la MINUSMA, sont venus par eux-mêmes. Le BATFAR, bataillon des forces armées reconstituées, composé des FAMA et des combattants de la plateforme et de la SEMA, était basé dans le camp 1 de Kidal sous la protection des forces onusiennes stationnées dans la région. La composante FAMA et la plateforme de ce bataillon ont quitté le camp de Kidal pour rejoindre le camp de la MINUSMA, a communiqué la DIRPA hier mardi 10 octobre 2023. Rappelons qu'en février 2020, la première compagnie du bataillon reconstitué de l'armée malienne est arrivée à Kidal. Depuis lors, cette armée stationnée dans ce camp n'a pas pu mener d'opération en raison de la résistance des groupes armés qui règnent en maître. Après la scission du mardi 10 octobre 2023 du bataillon des forces armées reconstituées, il est évident que cette armée reconstituée touche à sa fin, surtout avec la vive tension qui a atteint son paroxysme suite aux attaques ouvertes des groupes armés de la SEMA contre les camps des forces de défense. Parlons justice. Ce mercredi 11 octobre, l'ancien ministre de l'économie numérique et de la communication et ex-DG de PMI Mali, M. Harouna Modibo Touré, a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d'arrêt de Bamako, une arrestation qui serait liée à l'affaire Securiport. Place à notre série de la semaine consacrée aux infirmières et infirmiers. Ils sont présents dans toutes les structures sanitaires et assurent plusieurs services et à tous les niveaux du système de soins. Épisode 1, rôle et place qu'ils occupent dans les centres de santé. Soumaïla Fani. Diplômés de Bac plus 3 dans les instituts de formation en santé, les professionnels infirmiers sont aux premières lignes de la prestation de services dans les structures de santé. Aux côtés des médecins, ils réalisent toute une batterie de soins qui contribuent à soulager et guérir le malade. L'infirmier même vient du mot nursing, c'est-à-dire le nurse, c'est en anglais. Donc c'est tout ce qui concerne les soins, les toilettes, la prévention des escarres, la réfection des lits. Quand je parle de toilettes, c'est les toilettes intimes, toilettes corporelles, tout. Tu es infirmier, c'est lorsque quelqu'un dépend de toi. C'est-à-dire que tu vas aider la personne à avoir son autonomie. Parce que quand la personne n'étant pas malade, faisait beaucoup de choses. Mais une fois que la personne tombe malade, c'est l'infirmier qui doit maintenant être à côté de la personne, l'aider à obtenir son autonomie. Ça, c'est notre rôle propre. Maintenant, pour le rôle délégué, comme son nom l'indique, délégué, c'est-à-dire c'est le médecin délègue son truc. Parce que quand le médecin voit le patient, le médecin prescrit les soins à faire, le traitement, et nous exécutons ces soins. Leur force, prévenir, rassurer et expliquer. Selon Diabaté, les infirmières et infirmiers sont des béquilles pour les médecins. Une raison pour garantir la qualité de leur formation et l'amélioration de leur effectif. Si on veut tenir compte des normes de l'OMS, nous savons que nous avons vraiment un nombre insuffisant d'infirmiers pour la prise en charge des patients. Il suffit seulement de faire un tour dans certains services. Vous allez voir que peut-être dans tout le service, il y a plus de 40 lits. Vous ne trouvez que 3 ou 4 infirmiers. Donc nous demandons encore à l'État pour essayer de voir comment augmenter le nombre d'infirmiers dans nos différentes structures. Nous sommes les premières personnes à recevoir les patients. Nous sommes au milieu. C'est-à-dire quand tu viens pour entrer dans une maison, tu commences par la porte. Nous sommes à la porte. Tu rentres sous le vestibule, nous sommes là-bas. Et tu vas à l'intérieur, nous sommes là-bas. L'infirmier joue un rôle très très important dans la prise en charge des patients. C'est nous qui donnons les vraies informations souvent que le médecin n'a pas avec le patient. Avec ces nombreuses responsabilités qui leur incombent, le credo dans ce métier d'infirmier est d'éviter des erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La première, je crois que c'est d'ordre formationnel. Il faut quand même bien former quelqu'un. Il faut que quelqu'un travaille dans un cadre déontologique et sur le plan éthique aussi qu'il réponde.
Et avec l'accompagnement de l'administration, je crois que ça peut nous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Ainsi, pour réguler cette profession infirmière, le Conseil national de l'ordre, sous la tutelle du ministère de la Santé, a été institué suivant la loi numéro 2017-034 du 14 juillet 2017 et enregistre à ce jour environ 7000 infirmiers sur l'ensemble du territoire national. La révision annuelle des listes électorales a débuté le 1er octobre dernier. Le processus doit s'achever le 31 décembre prochain. Le travail consiste à mettre à jour le fichier électoral. Janeba Samake est allé s'enquérir du déroulé de l'opération, suivant son reportage. Chaque année, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation lance d'octobre en décembre les opérations de révision des listes électorales dans les communes, ambassades et consulats. Ainsi, les transferts et les radiations sont possibles jusqu'au 31 octobre 2023. Une innovation est disponible cette année. Elle permet aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en se déplaçant devant les commissions de révision ou en utilisant les transferts électroniques en suivant les instructions données au www.ralmali.ml. Et chez nous ici, au niveau de la commune 4, la commission siège depuis le 1er octobre dans un de nos centres d'état civil et les opérations se passent normalement. Nous avons le représentant de l'État qui préside, nous avons les représentants de beaucoup de partis politiques qui actuellement aujourd'hui travaillent. Donc cette période du 1er au 31 octobre concerne, en ce qui concerne les radiations, les transferts, les nouveaux inscrits et les radiations. Il y aura une autre phase au mois de novembre qui va être les phases de réclamation. Parce que cette liste va être publiée, affichée. Donc les gens viendront voir exactement si c'est conforme à leur demande. Et après cela, il y a une autre phase également. Et les gens peuvent s'adresser au juge qui peut aussi statuer dans les sans délai pour en tout cas faire en sorte que chacun soit remis dans ses droits pour que le fichier électoral sera transmis à l'aise. Selon lui, même s'il n'y a pas une grande affluence, avec la sensibilisation, les gens continuent à venir s'acquitter de ses devoirs civiques. Et c'est une opportunité pour celui qui a changé de domicile, veut se rapprocher de son lieu de vote, de mieux, en tout cas, de faire son transfert. L'autre opportunité, c'est aussi les personnes décédées, les personnes également, les faillis qui sont condamnés, également doivent être radiés, ceux qui doivent être radiés de la liste électorale. Donc, c'est une opportunité de nettoyer le fichier électoral pour que le fichier soit propre. L'autre opportunité également, c'est les nouveaux majeurs. Tous ceux qui ont 18 ans qui n'étaient pas dans la base aussi verront, n'est-ce pas, leur nom dans la liste électorale. Donc, ils vont venir vérifier exactement qu'ils sont seulement dans le fichier électoral. À la fin des travaux, le gouverneur du district de Bamako, les préfets, ambassadeurs et consuls transmettent au ministre chargé de l'administration territoriale l'ensemble des documents, accompagnés des fiches de transfert réalisées via l'application web. Le ministre chargé de l'administration territoriale transmet au président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, le tableau rectificatif en vue de la mise à jour du fichier électoral. L'État a chargé les partis politiques pour qu'ils veillent sur ça. Bon, malheureusement, le constat qu'on fait quand vous passez dans les différents centres où chaque année la révision est prévue, vous verrez qu'avec le pléthore de nombre de partis au Mali, quand vous arrivez dans ces salles-là, vous trouverez qu'il n'y a même pas les 5% des partis qui sont représentés dans les salles pour pouvoir effectuer cette révision-là. Pour lui, malgré les sensibilisations, l'affluence est pour l'ère morose. Je pense que cela est dit aux partis politiques maintenant qui sont pratiquement inexistants sur la scène. L'affluence doit vraiment dépendre des partis politiques. On va espérer et on va essayer de sensibiliser encore davantage pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent voir leur situation sur les listes électorales. Les opérations de révision des listes électorales n'ont jamais connu de grandes ruées. Cette année, selon des observateurs, les Maliens sont préoccupés par la conjoncture, notamment économique.
Sur un tout autre plan, l'Algérie a annoncé ce lundi 9 octobre, sursoir, à sa médiation censée mettre fin à la crise au Niger depuis la prise de pouvoir par les militaires. Assetoumani Koulibaly. Le gouvernement algérien a décidé de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu'à l'obtention des clarifications qu'il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne au Niger, peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi par le ministère des Affaires étrangères algérienne. Dans le dit document, Alger rappelle que les autorités nigériennes avaient informé le gouvernement algérien le 27 septembre par lettre officielle de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle à laquelle le Niger est confronté. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait ensuite chargé le chef de la diplomatie Ahmed Attaf de se rendre sur place à Niamey dans les plus brefs délais afin d'entamer des discussions préparatoires. Cependant, les échanges entre les deux chancelleries sur le programme et le contenu de cette visite n'ont pas été concluants, ajoute le communiqué. Le premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zeine, lui avait déclaré avoir connaissance de l'acceptation de cette médiation sur les réseaux sociaux, accusant l'Algérie de manipulation. Pour rappel, fin août, Alger avait proposé des discussions politiques pendant 6 mois au maximum, avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger, sans exclusion, sous la tutelle d'une personnalité acceptée par tous les abords, afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. L'Algérie s'était également officiellement opposée à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger, même si elle n'en est pas membre. Depuis 2 mois, le Niger est gouverné par les militaires au pouvoir après un coup d'État renversant le président élu, Mohamed Bazoum. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir.